J'ai versé le poison dans leur verre de Bordeaux millésimé, un sourire figé sur les lèvres, pendant que ma mère riait à une blague de mon beau-frère. Personne n'a vu mes mains trembler sous la nappe en lin brodé de notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine. Ils m'ont traité de folle hystérique quand j'ai avoué, mais c'était un mensonge calculé. Le vrai venin coulait depuis des années dans leur cœur, et ce soir-là, je n'ai fait que le révéler. À 30 ans, j'étais une anomalie dans cette lignée de bourgeois impeccables, une vierge effrontée qui refusait le mariage arrangé comme une relique du XIXe siècle. « Tu nous déshonores, Héloïse », avait craché mon père, ses yeux injectés de cognac et de rage, en me jetant dehors comme un chat errant. Mais ce n'était pas la solitude qui me rongeait. C'était le secret qu'ils m'avaient forcé à porter, ce crime que j'avais endossé pour eux, une nuit d'orage à Deauville où le sang de mon frère cadet avait taché mes mains innocentes. Et maintenant, des années plus tard, ils rampent à mes pieds dans le hall lambrissé de mon hôtel le plus prestigieux, le long de la Seine, suppliant pour une chambre, pour un lit, pour une miette de ma miséricorde. La vengeance, en France, n'est pas un cri. C'est un opéra lent, une valse macabre où chaque pas est une lame. Paris, cette garce aux lumières éternelles, m'avait toujours murmuré des promesses de liberté, mais ce soir d'automne 2015, elle m'avait trahi comme une amante infidèle. J'avais 30 ans, et dans l'appartement haussmannien de mes parents, rue de Rivoli, l'air était étouffé par l'odeur de rôti d'agneau et de hypocrisie familiale. Ma sœur cadette, Camille, 25 ans et déjà enceinte de son 3e. Un scandale qu'il camouflait en « bébé surprise », trônait à la table comme une madone laïque, son ventre arrondi sous une robe de soie qui coûtait plus cher que mon salaire annuel de bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. « Héloïse, ma chérie, quand vas-tu enfin te ranger ?» avait susurré ma mère, ses perles de culture contre sa gorge pâle, en servant le vin. Mon père, ce pilier de la banque Rothschild, avait hoché la tête, ses moustaches grisonnantes frémissant d'impatience. « À ton âge, ta grand-mère avait déjà 4 enfants. Tu n'es pas une femme, tu es un projet inachevé. » Les mots avaient claqué comme un fouet, et j'avais ri, un rire qui sonnait faux même à mes oreilles, parce que je savais ce qui mijotait sous cette façade de dîner dominical. Le secret. Ce maudit secret qui me liait à eux comme une chaîne rouillée. 10 ans plus tôt, à Deauville, lors d'une de ces vacances familiales obligées dans notre villa normande, mon frère aîné, Laurent, avait perdu les pédales. Il avait 18 ans, ivre de Calvados volé dans la cave, et avait renversé sa Peugeot cabossée sur la route côtière. Tu en es un cycliste local, un ouvrier du port, père de 3 enfants, dont le nom, Marcel Dupont, hantait encore mes nuits. Laurent, l'héritier, le Golden Boy, n'avait pas une égratignure. Mais moi, la petite sœur dévouée, j'avais pris la faute sur moi. C'était moi au volant, papa. J'ai paniqué. J'avais 16 ans, et il m'avait cru, ou feint de le croire, parce que cela préservait la réputation des Duval, cette dynastie de banquiers qui collectionnaient les scandales comme des timbres rares, mais les enterraient plus profonds que les catacombes. En échange, il m'avait promis une vie dorée, études payées, un poste discret à la banque, un mariage arrangé avec un fils de notaire. Mais à 30 ans, sans alliance, j'étais devenu un boulet. « Tu nous coûtes cher pour rien », avait grogné mon père ce soir-là, en me tendant un chèque de départ, 20 000 €, pour recommencer ailleurs. Camille avait ricané derrière sa serviette, ses yeux verts luisants de triomphe. Elle, qui avait toujours été la favorite, la manipulatrice aux sourires enjôleurs, qui avait chuchoté à mon oreille des années plus tôt. « Prends la faute, Héloïse. Laurent est l'avenir de la famille. Toi, tu n'es rien. » Je suis sorti dans la nuit parisienne, le chèque froissé dans ma poche, les larmes gelées sur mes joues. La tour Eiffel scintillait au loin, moqueuse, comme si elle savait que ma chute n'était que le prélude à leur propre abysse. J'ai marché jusqu'à la Seine, où les péniches glissaient comme des serpents endormis, et j'ai jeté le chèque dans l'eau noire. « Foutez-vous de l'enfer », ai-je murmuré, et c'est là que l'idée a germé, non pas la fuite, mais la reconquête. Une vengeance à la française, subtile, empoisonnée de patience, où chaque euro gagné serait une épine dans leur chair. Les premiers mois furent un cauchemar bureaucratique. Sans le sou, j'ai squatté un studio minuscule à Belleville, entouré d'immigrés kurdes qui me regardaient avec une pitié amusée. « La petite bourgeoise déchue », disait-il en riant autour du thé à la menthe. J'ai vendu mes bijoux de famille, ces colliers en or que ma grand-mère m'avait légués en secret, et j'ai investi dans un cours en ligne sur l'hôtellerie, de la chambre d'hôte à l'empire touristique. Paris regorge de ses rêves brisés. Les touristes affluent, mais les locaux crèvent de faim. J'ai vu une opportunité dans les ruelles oubliées du Marais. Un immeuble délabré, ancien bordel du XVIIIe siècle, aux murs lézardés et au plafond orné de stucs fanés. Avec un prêt étudiant, ironie du sort, sous le nom de la fille repentie qui avait payé pour son erreur, j'ai racheté l'endroit pour une bouchée de pain. L'inauguration de l'Ombre du Marais fut un fiasco. 3 chambres, une fuite d'eau et un premier client qui s'est enfui en hurlant à cause d'une blague centenaire. Mais j'ai tenu bon,
dormant sur un matelas gonflable, apprenant à négocier avec les plombiers syriens et à charmer les blogueurs voyage. La clé? L'authenticité parisienne, cette mélancolie feinte qui attire les Américains comme des mouches. J'ai décoré avec des antiquités chinées aux puces de Saint-Ouen, lits à baldaquin, miroirs fêlés, et des livres jaunis de Baudelaire pour l'ambiance littéraire maudite. Bientôt, les critiques affluèrent sur TripAdvisor, un havre caché où Paris murmure ses secrets. Les réservations doublèrent, puis triplèrent. À la fin de la première année, j'avais remboursé la moitié du prêt. Et c'est là que le destin, ce farceur à la Molière, m'a tendu la perche. Une chaîne hôtelière en faillite, les Relais du Louvre, cherchait un repreneur. Ses propriétaires? Des cousins éloignés de mon père, des Duval de province qui avaient toujours envié notre branche parisienne. J'ai racheté les 3 hôtels pour un prix dérisoire, en cash, mon cash, gagné à la sueur de mes nuits blanches. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les salons feutrés de Neuilly. Ma mère appela d'abord, sa voix tremblante de faux soucis. « Héloïse, ma pauvre, on dit que tu gères des motels. Laisse-nous t'aider. » J'ai raccroché sans un mot, mais intérieurement, je riais. Aider? Il m'avait jeté comme une ordure, et maintenant, il flairait l'odeur de l'argent frais. Camille posta une story Instagram larmoyante, « Ma sœur perdue dans les bas-fonds de Paris. Priez pour elle. » Les likes pleuvaient, de leurs amis du 16e arrondissement, ces vipères en Louboutin. Mais je construisais en silence. Le 2e hôtel, l'Écho de Montmartre, ouvrait ses portes sur la butte sacrée, avec vue sur Sacré-Cœur et des suites thématiques inspirées des peintres maudits. Une chambre Van Gogh, avec des tournesols fanés et un lit en fer forgé. Une autre pour Modigliani, au nu suggestif qui faisait rougir les puritains. Les médias mordirent à l'hameçon, Libération titra « La vengeresse des chambres, Héloïse Duval, de la disgrâce à l'Empire ». Mon père, ce vieux lion, envoya un avocat. « Reviens dans le giron familial et on efface tes dettes. » J'ai répondu par courrier, « Mes dettes sont payées. Les vôtres, non. » La tension montait, ombre et palpable, comme l'air avant un orage d'été sur la côte d'Azur. J'embauchai un détective privé, un ancien flic de la PJ Auvergnat nommé Raoul, pour fouiller dans les archives familiales. Ce qu'il déterra me glaça le sang. Laurent n'avait pas simplement tué Marcel Dupont. Il l'avait fait exprès. Le cycliste avait surpris mon frère en train de dealer de la coke au fils de bonne famille du lycée de Deauville. Un trafic que Laurent gérait pour renflouer les caisses familiales, endetté par les folies de jeu de mon père au casino. Marcel avait menacé de parler, Laurent l'avait écrasé comme un insecte. Et moi? J'avais gancé le crime pour protéger non seulement Laurent, mais toute la façade des Duval. Mon père savait. Ma mère savait. Camille, cette petite vipère, avait même aidé à falsifier les témoignages. Le poison que j'avais feint de verser ce soir-là n'était rien comparé à celui qui coulait dans leurs veines depuis une décennie. Ma vengeance prenait forme, non pas un meurtre, mais une ruine lente, une exposition publique de leurs mensonges. Paris, ma complice, applaudirait. Les 2 années suivantes furent un tourbillon de béton et de contrats, où chaque coup de marteau résonnait comme un glas pour l'Empire Duval. J'avais maintenant 5 hôtels sous mon giron, la nuit bordelaise, dans les vignobles du sud-ouest, un relais chic aux murs de pierre et aux caves remplies de crus volés à la cave familiale, l'ombre lyonnaise, près de la confluence du Rhône et de la Saône, avec des suites en soie sauvage pour les amants adultères qui peuplaient les théâtres de la ville. Chaque ouverture était un coup de poignard. J'invitais la presse, bien sûr, mais aussi des invités surprises, des cousins, des oncles, des connaissances du club de tennis de mon père, forcés de payer des tarifs exorbitants pour un lit dans ce qu'ils appelaient jadis le domaine des perdants. Mon père, Henri Duval, tenta sa première offensive en 2017. Il débarqua sans prévenir à l'inauguration de l'Écho de Montmartre, son smoking froissé comme sa dignité, flanqué de Laurent, désormais un avocat raté aux tempes dégarnies. « Héloïse, c'est ridicule », gronda-t-il dans le hall, où des lustres en cristal de baccarat, rachetés aux enchères après la banqueroute d'un concurrent, diffusaient une lumière impitoyable sur ses rides. « Tu joues à la petite entrepreneuse. Reviens, et on te marie à Pierre, le fils de Lefebvre. Il a une bonne situation. » J'ai souri, un sourire à la française, distant et acéré comme une lame de guillotine. « Papa, Pierre est gai. Et moi, je préfère les empires aux illusions. » Laurent ricana, mais ses yeux trahissaient la peur. Il avait lu l'article dans Le Monde sur mes « révélations cryptées » dans les brochures d'hôtel, ses allusions voilées au « cycliste fantôme de Deauville ». Camille, enceinte de son 4e, posta une photo floue de l'événement « Réunion familiale chaotique. Amour fraternel. » Les commentaires fusaient « Ta sœur est une sorcière. » La vengeance, dans son essence française, n'est pas brute. Elle est une comédie de mœurs, un Molière revisité par Sade.
J'embauchais des designers parisiens excentriques pour thématiser mes hôtels autour de thèmes tabous. Trahison, secret de famille, adultère bourgeois. À la nuit bordelaise, une suite Le Festin de Pierre offrait un dîner aux chandelles avec un menu empoisonné de sous-entendus, des plats inspirés des banquets mortels de Don Juan. Les clients adoraient, payant des fortunes pour l'adrénaline. Et qui étaient les premiers à réserver? Les amis de mes parents, curieux, puis accros, puis ruinés par mes prix prohibitifs. Raoul, mon détective, creusait plus profond. Il découvrit que Camille n'était pas la sainte nitouche qu'elle prétendait. À 17 ans, elle avait couché avec Laurent pour sceller la loyauté familiale, un inceste discret couvert par un voyage étude en Suisse. Pire, mon père avait détourné des fonds de la banque pour payer le silence des témoins de Deauville, y compris le mien, un chèque mensuel anonyme que j'avais naïvement encaissé comme aide aux études. J'étais complice sans le savoir, une marionnette dans leur théâtre d'ombre. La tension culmina lors d'un gala à l'Opéra Garnier, où j'étais invité comme femme d'affaires montante. Mes parents y étaient, bien sûr, au premier rang pour Tosca, cette tragédie d'amour et de vengeance qui me collait à la peau. Pendant l'entracte, ma mère s'approcha, son parfum Chanel numéro 5 étouffant comme un linceul. « Héloïse, arrête ces insinuations dans tes hôtels. Tu vas nous détruire. » J'ai incliné la tête, feignant l'innocence. « Maman, je ne fais que décorer. Les fantômes de Deauville, ce sont les vôtres qui les hantent. » Laurent tenta de m'agresser verbalement ce soir-là, dans les coulisses, son haleine chargée de whisky. « Espèce de salope ingrate. Tu as tout pris sur toi pour moi, et maintenant tu nous poignardes. » J'ai sorti mon téléphone, enregistrant chaque mot. « Pour toi, pour la famille, Laurent. Et toi, tu m'as laissé pourrir en thérapie pendant 5 ans, pendant que tu festoyais à l'ENA. » Il blêmit, j'avais touché la plaie vive. Camille, alertée par un texto, arriva en taxi, son ventre proéminent la rendant pathétique. « S'il te plaît, Héloïse. Les enfants. Ils ont besoin de stabilité. Papa est au bord de la faillite. » C'était vrai. La banque Rothschild avait gelé les comptes des Duval après des audits suspects, des fuites orchestrées par Raoul, qui avait glissé des documents anonymes au régulateur. Mon père, ruiné, vendait discrètement la maison de Neuilly. Ma vengeance prenait corps. Pas de sang, mais de l'encre, des chiffres, des réputations qui s'effritaient comme du plâtre ancien. Pourtant, au fond de moi, une fissure. Étais-je meilleur qu'eux? Cette nuit-là, seul dans ma suite pantouse de l'hôtel Montmartre, avec vue sur les toits de zinc luisant sous la lune, je bus un verre de vin. Le même Bordeaux que j'avais empoisonné en rêve. Le doute s'insinuait. La revanche me rendait-elle monstre, ou libérait-elle enfin la femme que j'aurais dû être? Paris, indifférente, continuait sa valse, et je savais que le vrai opéra n'avait fait que commencer. L'hiver 2018 s'abattit sur la France comme une malédiction balsacienne, avec des grèves qui paralysaient les gares et des gilets jaunes qui incendiaient les Champs-Élysées. Mes hôtels, oasis de luxe dans le chaos, prospéraient. Les Britanniques fuyaient le Brexit, les Chinois affluaient malgré les tensions commerciales, et les Parisiens, las de la fureur des rues, cherchaient refuge dans mes lits à baldaquin. J'en ouvris 2 de plus, le Soupir de Provence à Aix-en-Provence, un mas reconverti aux fontaines chantantes et au jardin de lavande où les secrets se murmuraient sous les étoiles. Et l'abîme de Nice, sur la promenade des Anglais, avec des balcons surplombant la mer Méditerranée, idéaux pour contempler les naufrages personnels. Camille fut la première à craquer. En janvier, elle débarqua à l'ombre du Marais, traînant 2 valises Hermès et ses 2 aînés, des jumeaux de 7 ans aux yeux écarquillés. Son mari, un publicitaire falot nommé Thierry, l'avait quittée pour une stagiaire lituanienne, emportant la moitié de leurs économies, celle qui restait après les dettes familiales. « Héloïse, s'il te plaît » implora-t-elle dans le lobby, sa voix brisée comme une porcelaine de Limoges. « Juste une chambre pour quelques jours. Les enfants. Ils ont vu les huissiers chez nous. » J'ai observé la scène depuis mon bureau vitré, un café serré à la main, tandis que Raoul vérifiait ses antécédents récents. Elle avait vendu son alliance pour payer l'école privée des gosses. La tentation de la jeter dehors était grande. Imaginez ses pleurs dans la pluie de Paris, comme les miens 5 ans plus tôt. Mais non, la vengeance française est un art, pas une boucherie. Je descendis, élégante en tailleur Chanel vintage, et souris. Bien sûr, Camille. La suite, la traîtresse. Offert pour la famille. Ses yeux s'illuminèrent, puis se voilèrent de suspicion. La suite en question était thématisée sur l'infidélité, mur tapissé de lettres d'amour anonymes, un lit king size avec des draps noirs, et un miroir sans teint où les clients pouvaient s'espionner mutuellement, un clin d'œil sadien qui faisait fureur auprès des couples en crise. Les enfants, fascinés, coururent explorer, tandis que Camille s'effondrait sur un fauteuil Voltaire. « Merci, grande sœur. »« Two has changed. » Non,
répondis-je doucement, versant du thé à la bergamote. J'ai juste ouvert les yeux. Au fil des jours, elle s'installa, payant discrètement avec une carte de crédit maxée, et commença à lâcher des bribes. Laurent divorçait, sa femme l'avait surpris avec une collègue. Mon père avait un infarctus en vue, stressé par les enquêtes fiscales. Papa dit que c'est toi derrière tout ça. Les fuites, les audits. Héloïse. Pourquoi? On est du même sang. Le même sang? J'éclatai d'un rire amer, ce rire qui fait fuir les chats des toits parisiens. Le sang? C'est toi qui m'as vendu à Deauville, Camille. Prends la faute ou on te renie. Et maintenant, tu pleurniches parce que ton château de cartes s'effondre. Elle pâlit, ses mains tremblant sur sa tasse. Pour la première fois, je vis la peur, pas la pitié, la vraie terreur. C'était pour le bien de tous, murmura-t-elle. Laurent était destiné à de grandes choses. Je la laissai mariner, mais intérieurement, le plan se précisait. J'organisai un dîner de réconciliation à la Nuit Bordelaise, invitant toute la famille sous prétexte d'un partenariat fictif. Mon père arriva en limousine empruntée, Laurent au bras d'une escorte payée à l'heure, ma mère drapée dans un châle de cachemire usé. Camille et les enfants complétaient le tableau pathétique. Le menu? Un festin empoisonné de symboles, entrée au foie gras falsifié, plat principal de bœuf bourguignon endetté, dessert au chocolat amer comme la trahison. Au milieu du repas, sous les chandeliers en fer forgé, je projetais un film court sur l'écran de la salle privée. Des archives jaunies de Deauville, des témoignages falsifiés mis à nu, et la voix de Raoul lisant les confessions de Marcel Dupont, ou plutôt, ce qu'il avait écrit avant de mourir, un journal retrouvé par hasard dans une brocante normande. Laurent Duval m'a tué parce que je savais pour la drogue. La famille couvrira tout. Silence de mort. Mon père s'étouffa avec son vin, crachant « Mensonge !» C'est du chantage. La dispute éclata, un opéra bouffe. Laurent accusa Camille d'avoir tout balancé, elle n'avait rien dit, ma mère sanglota sur les secrets enfouis, et les enfants hurlèrent, terrifiés. Je restai calme, servant du cognac comme une hôtesse irréprochable. Ce n'est pas du chantage, papa. C'est la vérité. Et maintenant, payez 1 000 € par tête pour ce dîner, ou je publie tout dans le Figaro demain. Ils payèrent, humiliés, et partirent dans la nuit bordelaise, leurs ombres s'allongeant comme des damnés. Camille resta, suppliante, « Laisse-moi travailler ici. Comme femme de chambre, n'importe quoi. » J'acceptai, pour la voir ramper, polir les miroirs où elle verrait son reflet brisé. Mais le twist se profilait, sombre et inattendu. Raoul m'apprit que j'étais pas une Duval. Un test ADN, commandé en secret, révélait que mon père biologique était Marcel Dupont. Ma mère avait une liaison avec lui, l'ouvrier, pendant un été à Deauville. Laurent et Camille étaient les seuls vrais Duval. J'étais la bâtarde, le sang du mort sur les mains, littéralement. La vengeance prenait un goût de bile, Vanguet les Duval ou mon propre fantôme. Le printemps 2019 fleurit en Provence comme une ironie cruelle, avec des champs de lavande qui masquaient l'odeur de la décomposition familiale. Le soupir de Provence devint mon joyau, un labyrinthe de chambres cachées derrière des haies de cyprès, où les clients, souvent des politiciens en disgrâce ou des épouses trompées, venaient expier leurs péchés dans des bains de sources chaudes. J'y installai Camille comme directrice adjointe, un titre ronflant pour un rôle de larbin. Elle nettoyait les suites, servait le petit déjeuner, et écoutait les confessions des hôtes, rapportant tout à moi comme une espionne repentie. « Tu es impitoyable, Héloïse », me dit-elle un soir, alors que nous arrosions les rosiers sous un ciel provençal indigo. Les enfants jouaient au loin, leur rire contrastant avec la lourdeur de ses mots. « Papa est mort la semaine dernière. Infarctus. Il t'a maudite jusqu'au bout. » Je sentis un pincement, pas de tristesse, mais de vide, comme si un chapitre se fermait sans applaudissement. Il s'est maudit lui-même, Camille. En me jetant dehors, en me faisant porter le chapeau. La nouvelle de ma paternité secrète me rongeait. Marcel Dupont, cet ouvrier anonyme, père d'une ribambelle et amant volé à ma mère, qui était-elle vraiment, cette bourgeoise frigide? J'embauchai Raoul pour retracer sa vie. Photo jaunie d'un homme au sourire franc, torse nu sur la plage de Deauville, et des lettres d'amour cachées dans un coffre à la banque, adressées à ma Élodie secrète. Ma mère s'appelait Élodie. J'étais sa chair et son sang, pas celui des Duval. Le twist me divisait. Devais-je honorer ce fantôme en ruinant ses assassins, ou pardonner pour embrasser mon héritage ouvrier? Laurent, veuf et désespéré, lança l'assaut suivant. Il squatta l'abîme de Nice incognito, sous un faux nom, Monsieur Martin, pour m'espionner. Je le démasquai en une semaine. Ses tics, son accent parisien trop snob parmi les accents chantants de la côte. Un soir, sur la promenade,
Face à la mère qui clapote comme un complot, il me coinça. « Héloïse, arrête ce cirque. J'ai perdu mon cabinet, ma femme me pend en justice pour adultère. Et toi? Toi, tu n'es même pas notre sœur. » Maman me l'a avoué avant de se suicider. Le choc me frappa comme une vague méditerranéenne. Ma mère, pendue dans la salle de bain de Neuilly, une lettre. « Pardonne-moi, Héloïse. Tu étais mon plus beau secret, fruit de l'amour vrai. Les Duval t'ont volé ta vie. » Elle s'était tuée 2 jours après l'infarctus de papa, avalant des barbituriques avec du champagne rosé. Les journaux titrèrent « Tragédie chez les banquiers, double suicide familial ». Mais moi, je savais, c'était la culpabilité, exposée par mes hôtels-muséums du crime. Laurent pleurait, un homme brisé, ses épaules secouées sous son imperméable Burberry usé. « Rejoins-nous, ou ce qui reste de nous. On peut tout recommencer. » Je ris, un rire qui attira les regards des joggeurs du soir. Recommencer? En gavant les vautours de la presse? Non, Laurent. Tu paieras pour Marcel. Pour moi. Il tenta de me frapper, mais Raoul surgit des ombres, un colosse auvergnat qui le plaqua contre la rambarde. Foutez le camp, m'sieur. Ou j'appelle les flics pour agression. Camille, apprenant la nouvelle, s'effondra à Aix. Elle avorta son 5e, un accident dû au stress, dit le médecin, et me supplia de la laisser partir avec les enfants. Je ne suis rien sans toi, Héloïse. Tu es la plus forte. Forte? J'étais une tempête en jupon, dévastant tout sur mon passage. Mais la fracture grandissait. Mes hôtels, autrefois sanctuaires de revanche, devenaient prison. Les clients murmuraient sur la veuve noire des Duval, et les réservations chutaient parmi l'élite parisienne. Seul le peuple affluait, des ouvriers en vacances, des familles modestes qui payaient en sourire, ignorant que je vengeais l'un des leurs. Le chaos trao survint en juillet, lors d'une nuit des fantômes à Le Soupir de Provence. Un événement payant où acteurs en costume rejouaient des crimes célèbres. J'invitais la famille, ou ses restes, Laurent, Camille, et une tante rescapée, veuve éplorée. Le thème? Deauville 2005, le cycliste oublié. Des projecteurs balayèrent la scène. Un faux accident, du sang factice, et moi en narratrice, voix rauque. Ce soir, nous honorons Marcel Dupont, écrasé par l'arrogance des riches. Sa fille illégitime vous accueille. Le public, 200 âmes, mélange de touristes et de locaux, applaudit, pensant à un spectacle. Mais Laurent bondit sur scène, hurlant « C'est moi. J'ai tué cet homme. Pour la famille. » Il s'effondra, confession jaillissant comme un geyser. La drogue, l'inceste, les détournements. Camille cria, les enfants pleurèrent, la tante s'évanouit. Chaos pur, filmé par des invités, viral en heure. Les médias explosèrent. Héritier Duval avoue meurtre lors d'événements hôteliers choc. La police arriva à l'aube, embarquant Laurent menotté. Camille, brisée, signa une déposition contre lui pour sauver sa peau. Trahison finale, l'un de ses flips constants. Moi, interrogé comme témoin, je souris aux enquêteurs, juste un spectacle qui a mal tourné. Mais intérieurement, le dilemme. Étais-je vengeresse ou monstre, ayant poussé un homme au bord? L'automne 2020 balaya la France d'une pandémie fantomatique, transformant mes hôtels en refuges masqués, où les clients isolaient leurs âmes autant que leur corps. Laurent pourrit en prison à Fresnes, condamné à 20 ans pour homicide volontaire, son flip final, passant d'héritier à paria, ayant scindé l'opinion, héros tragique pour les prolos de banlieue, traître pour les bourgeois apeurés. Camille, avec ses enfants, squatta une chambre gratuite à l'ombre du Marais, travaillant comme femme de ménage, son orgueil réduit en poussière. « Tu as gagné, Héloïse » murmurait-elle en frottant les parquets, ses mains rougies par l'eau de Javel. Mais à quel prix? Le prix était exorbitant. Mes hôtels survivaient grâce aux aides d'État et à une clientèle fidèle. Des artistes confinés, des écrivains qui transformaient mes suites en ateliers. Mais les nuits étaient huabres. J'hantais les couloirs, entendant l'écho des cris de Deauville, voyant le visage de Marcel dans chaque miroir. Raoul, mon ombre fidèle, me conseilla « Faut clore le chapitre, m'dame, ou ça vous bouffera ». Il avait raison. La vengeance, ce vin capiteux, enivre puis empoisonne. Le twist final frappa comme un coup de théâtre racinien. En fouillant les papiers de ma mère, Raoul trouva une seconde lettre, cachetée pour moi. « Ma fille chérie, Marcel n'est pas mort par accident. Il s'est suicidé après avoir appris pour toi. Notre amour était impossible, et Laurent l'a menacé, mais c'est la honte qui l'a tué. Pardonne-nous tous. Ou venge-toi, mes vies. » Suicidé? Les archives rouvertes confirmèrent. Pas d'accident, mais un saut dans la mer après une dispute. Laurent avait menti même à la famille. Il avait poussé Marcel du vélo,
mais le vrai meurtre était psychologique, une lente érosion par chantage. Le public se divisa. Forum en ligne bouillonnait, Héloïse Duval, justicière ou pyromane. Certains la voyaient comme une icône féministe, ruinant le patriarcat. D'autres, une sociopathe manipulant le deuil. Moi, je choisis le chaos final. J'annonçais la vente de la chaîne, pas aux enchères, mais à une fondation ouvrière, transformant les hôtels en auberges gratuites pour les familles modestes, thématisées sur les héritages oubliés. Camille hérita d'une pension, conditionnée à une thérapie familiale. Les enfants iraient à l'école publique, loin des illusions dorées. La dernière nuit, dans la suite Pentouse de Nice, face à la mer phosphorescente, je bus un toast à Marcel. Un verre de pastis dilué, anisé comme les regrets. Était-ce une fin heureuse? J'avais ruiné les Duval, libéré mon sang, mais perdu une famille, même toxique. Paris, au loin, scintillait, indifférente. La vengeance m'avait forgé, mais à 35 ans, célibataire toujours, je me sentais entière, ou brisée. C'est au lecteur de juger. Camille vint me voir une dernière fois, ses yeux rougis. Et toi, Héloïse? Tu vas où? J'ai souri, ce sourire français éternel. Où le vent me porte. Peut-être en Normandie, honorer un fantôme. Elle pleura, et pour la première fois, je l'étreignis, pas pardon, mais apaisement. La porte se ferma, et je partis, laissant derrière moi une chaîne d'hôtels hantés par des supplications. Ainsi s'achève mon opéra sombre. Pas de triomphe absolu, mais une paix controversée, où la lame de la revanche s'émousse sur le temps. Il m'avait chassé pour ma solitude. Maintenant, il suppliait dans mes ombres. Et moi? Je marche libre, le cœur chargé de secrets français.